Incroyable, Mystérieux, fou. extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre. Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence, cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous sommes en présence, avec un grand P, de Maude. Maude nous raconte comment un accident de vélo l'a amené au chamanisme, qu'il a lui-même amené à réintégrer son corps et comprendre d'où venaient les douleurs qu'elle vivait depuis son enfance, sans avoir jamais trouvé de réponse auprès de la médecine traditionnelle. Son récit est aussi puissant qu'éloquent. Bonjour Maude. Bonjour Maude. Bonjour Clémence, bonjour Odile. Merci d'être là, merci d'avoir pris le temps. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es, Maude ? Alors je m'appelle Maude Bischoff, je suis avocate, associée en financement et ma passion dans la vie depuis des années maintenant, c'est tout ce qui touche au spirituel, au chamanisme, à la vibration et à la nature. Alors moi, j'ai entendu parler de toi par une cliente, on va dire, une cliente qui me parlait de toi en me disant « Ah, mon amie avocate chamane ». Et c'est la première fois que j'entendais ces deux mots reliés, avocate chamane. Et j'ai adoré, évidemment. Et je te dis, mais tu as une amie avocate chamane. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Et est-ce que du coup, c'est juste cette personne-là qui sait que tu es une avocate chamane, ou est-ce que dans ton cabinet, l'idée que je m'en fais est un cabinet très très sérieux, très oui, voilà, cabinet international, voilà, toute Ouais. l'idée que je m'en étais faite. Est-ce que tu es avocate Est-ce chamane qu'on pour tout m'appelle le monde là-bas ? avocate chamane? Est-ce que tu es avocate chamane pour tout le monde ? Non, alors déjà, je ne savais pas qu'elle m'appelait l'avocate chamane. Parce qu'en général, c'est vrai que, quelles que soient les capacités qu'on puisse avoir, on se nomme pas soi-même chaman ou sous quelque autre titre, en fait. On est avant tout un être humain et avec chacun son chemin, ses étapes. Et c'est un chemin en toute humilité, puisqu'en fait, on reçoit sans attendre au moment où ça doit arriver. Et c'est ça, ce chemin, c'est celui d'accepter que ce qui nous arrive est juste, qu'il va nous enseigner quelque chose, et que les bons comme les mauvais moments passent, tout passe, et que tout a une raison d'être, une expérience utile pour nous faire comprendre des choses et nous faire progresser dans notre lumière. Donc, avocate chamane, je ne sais pas. Le fait que j'ai pris cette voie par le biais du chamanisme et de la rencontre avec une chamane, oui. Que j'ai fait un enseignement chamanique avec elle à côté de mon activité d'avocate où je terminais à 1h, 2h du matin, oui. Que j'avais en effet des roues médecine à faire, des paniers à tisser, des week-ends à chaque cycle du cercle chamanique. Tout ça, oui.
Et que c'est un travail qui a pris des années de prise de conscience, de pause avec soi-même, en silence. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que d'autres personnes le savent? Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui prend des étapes ou du temps d'en parler, d'échanger, de dire oui, je me connecte à l'invisible, oui, je peux te donner des informations. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus du tout tabou pour moi, parce que c'est devenu très très clair et que c'est quelque chose qui est tellement instantané et fluide que si je suis amenée à rencontrer une personne qui me pose des questions ou qui me parle de quelque chose de personnel, on va rentrer dans cette discussion avec son accord seulement, qui se fait par le dialogue. Si dans son dialogue, le dialogue continue, c'est que je vais donc continuer moi-même à donner une guidance d'une certaine façon et à échanger avec cette personne. Et dans ce contexte-là, j'en parle très librement. Donc aujourd'hui, oui, que ce soit dans mon cabinet ou dans mon entourage, tout le monde sait. Alors Maude, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le chamanisme et ce que c'est aussi d'être chaman, selon toi? Alors principalement, je dirais que le chaman relié à la nature, il fait un entre le ciel et la terre. Et parce qu'il fait un entre le ciel et la terre et qu'il est connecté entre les deux, il accède à ce qu'on pourrait appeler le grand tout, chez certains les annales akashiques, une bibliothèque, la source. C'est cet espace en fait invisible pour la plupart d'entre nous, dans lequel il n'y a pas de notion de temps et où toutes les informations sont disponibles pour tout un chacun. Donc en fait, c'est cette connexion que le chaman est en mesure de faire. Et lorsqu'il est dans cette connexion, qui se fait via la vibration. Tout d'abord, la vibration par l'outil qui est l'outil principal de tous, le souffle, que moi j'appelle le souffle de Dieu, parce que j'ai été élevée dans la religion catholique, et que comme la première fois que j'ai vécu cette expérience transcendante, je me suis dit, enfin, je comprends ce que ça veut dire, ce que j'ai lu pendant des années, le souffle de Dieu, pour l'avoir ressenti. C'est cette respiration intense qui vous remplit de paix, sans aucun questionnement, sans aucun doute, et qui est difficilement descriptible par des mots, tellement on se sent bien. Donc, ce premier outil, c'est le souffle. Et ensuite, le chamanisme, comme il est transmis selon les continents, avec un certain folklore entre les Amérindiens ou les Mongols, puisqu'il y a différents types de chamanisme, chacun va faire des usages en fonction du continent sur lequel il est. Mais principalement, le souffle, comme les autres outils utilisés, sont des outils qui procurent des vibrations. Puisque pour être dans cet état que d'autres courants ou spiritualités vont appeler état alpha, il faut être sur une vibration unifiée. Donc ne plus être perturbé par des vibrations qui seraient autour de nous, donc dans l'environnement extérieur. Donc c'est pour ça que le tambour est utilisé, ou le bol tibétain, ou n'importe quel outil en fait qui vous met dans une vibration unique, qui vous fait suivre ce courant, ce fil qui vous relie entre la terre et le ciel. Donc voilà comment je le décrirais, à la fois être chaman et le chamanisme. Après, il y a plein d'outils, il y a plein de choses, mais principalement c'est cet accès à une vibration qui, ou en tout cas c'est l'usage de cette vibration qui donne cet accès. C'était quoi cette première expérience pour toi? Cette première expérience. Alors j'ai eu un accident de Vélib, où quelqu'un a ouvert sa porte sur moi et qui était garé sur le côté. Donc je n'aurais pas pu le prévoir. J'ai fait un vol plané j'ai fait un vol plané de mon vélo, tout simplement. Et pendant que je volais, j'étais dans un autre univers, en me disant, bon bah voilà, soit tu te relèves, soit c'est fini. Mais c'était très très calme.
Donc presque comme une expérience de mort imminente finalement, où on est ailleurs. Il n'y a plus de notion de temps non plus d'ailleurs dans cet espace-temps. Bon, je suis tombée sur le menton. Bon, j'aurais vraiment pu me briser la colonne. Il s'avère que j'ai rien eu, si ce n'est des séquelles liées à la chute pendant des mois avec le dos, etc. Donc j'ai eu un ostéopathe et on m'a donné les coordonnées de cette personne, puisque ça faisait un moment que je m'intéressais à différents sujets, les huiles essentielles, etc. Parce que ça faisait des années que j'avais des douleurs partout inexpliquées. Qu'on pourrait qualifier de fibromyalgie, mais on ne disait pas le nom puisque j'étais jeune. Donc forcément, il n'y avait pas de logique pour les gens, puisque de l'extérieur, ils voient une personne, ils disent bon, elle sourit, elle est jeune. Enfin bon, peut-être qu'elle invente une partie de ce qu'elle dit. Mais moi, j'avais mal partout dans mon corps en permanence. Donc je prenais régulièrement des anti-inflammatoires, régulièrement il fallait que je me mette dans le noir tellement c'était insupportable, jusqu'à parfois en vomir tellement les douleurs étaient intenses. Et donc 9 mois avant cette rencontre, donc c'est comme le cycle de la vie, je me suis dit c'est plus possible, il doit y avoir une raison, parce que c'est pas moi, ça, je comprends pas en fait. Donc après avoir écumé la médecine traditionnelle, j'ai commencé à chercher autre chose. Donc j'ai pris des CD de sophrologie, j'ai utilisé l'huile essentielle, j'ai vu quelqu'un qui a fait du Reiki. Et là déjà, ça a commencé à m'ouvrir des portes. Et c'est à ce moment-là que je dis le jour où mon intention en fait a été vraiment à 100%. Et c'est aussi ça l'important dans la spiritualité, c'est l'intention. La vie m'a tout donné, elle m'a déroulé le tapis rouge. Et avec ses difficultés, mais elle me l'a déroulé. Donc effectivement, j'avais fait plusieurs chutes, je m'étais ouvert l'arcade, j'avais perdu mon portefeuille, donc perte d'identité, et puis cet accident de Vélib. Donc on me donne les coordonnées de cette chamane, je vais la voir, je lui dis bon, écoutez, moi je sais pas ce que vous faites, j'y connais rien. Je vais pas faire 10 séances, 20 séances, là, voilà mon problème. Bon, alors déjà, j'ai eu un accident de Vélib, donc j'ai mal partout. Et en plus de ça, j'ai mal partout. Et bon, elle rigole un peu, hein, et elle me dit, tu n'es pas dans ton corps. Donc je lui dis, ah, c'est drôle, j'ai fait un massage il y a 1 mois, et la masseuse m'a dit la même chose. Tu n'es pas dans ton corps, mais sans me donner plus d'explications. Et là, elle m'a dit ce que la même personne, 1 mois avant, m'avait dit, que comment es-tu née ? Donc je dis, comment je suis née ? Moi, ma mère a toujours dit que c'était incroyable, qu'il y avait un soleil. Elle croyait que c'était le printemps alors que je suis née en hiver, que c'était très différent de ces 2 autres accouchements. Et que voilà, c'était quelque chose d'assez fantastique qu'elle avait vécu. Et elle me dit non mais c'est pas ça, il a dû se passer quelque chose. Et je dis bah oui, le frère qui est né avant moi, ma mère a eu un accident de voiture, elle s'est pris un arbre et il est décédé sur le coup, il avait 3 ans. Elle me dit ah bah voilà, c'est ça. Et autre question, c'était très court. Elle me dit tu as quel âge ? J'allais avoir 33 ans. Elle me dit ta mère t'a eu à quel âge ? 33 ans. Elle me dit bah c'est bon, c'est le moment. Elle m'a allongée sur la table. Elle s'est en effet connectée les pieds au sol. Et là, elle m'a dit « Ah, je vois ton âme qui arrive ». Et en effet, j'ai senti arriver une boule d'énergie dans ma mâchoire. C'était comme si j'avais un cœur qui battait 4 fois autour de mon corps, qui arrivait dans ma poitrine, comme si ma poitrine se gonflait de ce souffle, de cette énergie, dans mon ventre, dans tout mon corps. Et c'est évidemment, j'ai pleuré de bonheur, j'ai pleuré de tous ces muscles en fait qui se relâchaient, parce qu'en fait le fait que cette énergie arrive dans mon corps, elle a détendu tout ce qui était en fait contracté et qui me causait ces douleurs. Et j'ai vécu en effet l'un des plus beaux jours de ma vie, ce moment que j'appelle ma 2e naissance, où il n'y avait pas de mots, tellement c'était beau, tellement c'était doux, tellement c'était chaud, et où cette paix en moi était immense. Et j'y profitais,
Et pendant tout ce moment où mon âme donc rentrait dans mon corps, ou un bout d'âme, puisqu'en chamanisme on dit qu'on perd des bouts d'âme par traumatisme, elle lit dans les organes et elle me racontait tout l'accident, toutes les émotions qui avaient traversé la tête de ma mère. C'était incroyable. Et quand je me suis relevée, deuxième grosse intention dans ma vie, je me suis dit, mais si ça existe, je veux le faire. Et c'est le deuxième pacte que j'ai fait avec moi-même qui s'en est suivi de ce chemin spirituel, puisque je me suis dit, mais si ça peut m'aider, si ça m'a sauvée, il faut que je puisse le transmettre aux autres. Et à partir de là, pendant 1 an, j'ai digéré, j'ai lu, puisque j'y connaissais vraiment rien. Je l'ai revue. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une école. Donc, j'ai fait l'enseignement avec elle pendant 2 ans. Après, elle a arrêté. Elle est partie faire d'autres choses. Et puis de là, j'ai continué. J'ai fait des retraites. J'ai emmené mon mari en voyage au Pérou avec des chamans. Parce que je me suis dit, si on veut un enfant, il faut qu'il vive la même chose que moi. Parce que lui, il me disait, Maud, il acceptait. Il disait, Maud, elle va à ses week-ends pierres, elle apprend à devenir invisible. Mais bon, c'était un peu la blague. Et donc, je l'ai emmené pour qu'il vive cette expérience. Parce que l'important, c'est de vivre l'expérience. Quand on a vécu, on ne peut plus revenir en arrière. Cette histoire que tu racontes, quand on côtoie des gens qui sont chamans, ils ont tous des histoires un peu équivalentes. Et moi, ça me questionne sur doit-on souffrir pour devenir chaman ou avoir cette ouverture, tu vois, parce que toutes les histoires que j'ai entendues sont des histoires où le corps doit passer par des épreuves. Le corps et du coup la psyché, enfin le mental, tout. Alors je crois que oui. Pourquoi ? Parce que pour comprendre que nous sommes une âme incarnée dans un corps, que c'est un cadeau que de pouvoir sentir l'âme vibrer dans ce corps, sachant que je connais le fait de pouvoir sortir l'âme de son corps, puisque en vrai, avant d'avoir cette expérience, j'étais dehors, donc tous mes rêves, tous mes souvenirs, je me voyais de l'extérieur. Ce que j'ai plus depuis que j'ai fait ça. Je me vois à la place où je suis. Avant ça, il est très difficile d'incarner son âme, de comprendre que son âme vibre et vit dans un corps de chair. Parce que on ressent son corps parce qu'on a l'âme à l'intérieur, en fait. Et d'ailleurs, quand on fait des sorties de corps ou qu'on est à l'extérieur, son âme, on ne sent plus rien. Il y a un petit côté même frustrant parce qu'on est super en paix, parce qu'on n'a plus de douleur, on n'a rien du tout, mais on ne sent plus. Et ce qu'il y a, c'est que quand on n'a pas de soucis sur cette terre, sur cette vie, mais bon, ce qui n'est pas le cas de grand monde quand même, mais quand on n'a pas de soucis, on vit son quotidien. On y va, on fait ses projets, on avance. Il n'y a rien qui nous dit « Tiens, va t'arrêter, va te poser ». Non, tout roule. Donc on y va. On continue avec les codes qu'on connaît de cette société, puisque il n'y a rien qui peut nous appeler à aller nous poser. Et la seule chose qui peut nous appeler à aller nous poser, c'est quand on nous arrête, qu'on nous attrape le pied et qu'on nous fait tomber. Et donc, pour que vraiment on se dise « Ok, je me remets en question, je vais aller à la découverte de moi-même, etc. » Il faut que ce soit d'une intensité qui va dépendre des gens, puisque chacun a besoin d'une intensité différente, mais une intensité telle que ça fasse un déclic dans la tête de cette personne pour qu'elle se dise « Oui, en effet, il faut, ou c'est nécessaire, ou c'est un besoin ». Après, est-ce que d'office, il faut que ce soit traumatique ? Pas forcément. Je pense qu'il faut en tout cas une intention forte ou alors un ressenti fort sur une certaine présence à avoir dans la société. Par exemple, des gens qui vont prendre des engagements en écologie ou ces choses-là. Il faut quand même quelque chose d'assez fort pour amener
l'énergie de cette personne à aller s'intéresser à ces univers. Je ne suis pas certaine que sans cette intensité, on s'y intéresse forcément. Après, il y a des intensités qui sont naturellement là par rapport à l'endroit où on est né. Si on est né dans la nature, dans la forêt, c'est un besoin qui est devenu inné, qui est devenu naturel et duquel on ne peut pas se départir. Puisque si on est sorti de cette zone et que, par exemple, on va en ville, ces personnes-là ont besoin de revenir chez elles. Mais sans forcément comprendre que ça a un lien très spirituel et donc sans forcément développer un aspect très spirituel. Mais ils sont dans une spiritualité naturelle. Est-ce que tu as une activité de chamane aujourd'hui ou est-ce que tu es cette chamane avocate chamane et est-ce que tu lis ça dans ton travail ? Alors, mon travail, c'est uniquement d'être avocate. Par contre, ma vie, c'est d'être ce que je suis. Donc ça, c'est chaque instant de ma vie. Et donc, à chaque opportunité qui se présente, de toute façon, je suis présente pour cet aspect. Et mon souhait, en effet, c'est de pouvoir consacrer une partie de mon temps. Et je suis en train de préparer ce lieu chez moi pour faire des cercles très intimistes, féminins principalement, ou des consultations individuelles. Et donc, c'est une pièce que j'ai créée et voulue face à la nature, complètement face à mon jardin, parce que je suis très reliée à la nature et c'est un besoin profond. Donc, disons que c'est pas mon activité aujourd'hui c'est pas une activité qui me rapporte un revenu, c'est une activité liée à une présence qui est ma présence. Mais peut-être qu'en effet, dans un certain futur, ça pourrait être mon activité. Pourquoi seulement des femmes ? Parce que pour l'instant, c'est le ressenti que j'en ai personnellement, parce que la cause des femmes m'intéresse particulièrement. Moi, je le vois dans mon quotidien de travail. Je suis la seule associée sur cet associé, rien que dans mon domaine. Évidemment, et surtout le cabinet, on est moins d'associés femmes que d'associés hommes. J'ai compris beaucoup de choses sur la place des femmes, même avec ma grossesse, mon accouchement. Et je pense qu'on a beaucoup déjà, il y a une ouverture des femmes qui est plus grande parce que elles ont plus de facilité à s'ouvrir, à se remettre en question. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Et je pense que la confiance doit être remise dans les femmes sur leur place dans cette société. Donc c'est vrai qu'on a eu des mouvements MeToo qui ont énormément aidé, mais ça doit continuer. En fait, il faut plus d'affirmation. Et ça ne veut pas dire dans une manifestation débordante, mais plus d'affirmation naturelle, plus de confiance pour accepter leur nature, notre nature de cycle, comprendre notre fonctionnement et utiliser cette énergie à bon escient pour justement arriver à l'équilibre dans lequel on n'est pas aujourd'hui, homme-femme, parce que je crois beaucoup à l'équilibre homme-femme et pas juste à des mouvements féminins et des mouvements masculins. Mais pour qu'on s'associe, il y a un travail qu'on doit faire, nous, de confiance. Alors, je crois évidemment qu'il y a un travail à faire chez les hommes, mais qui, en tout cas, a des sphères de responsabilité. Ils en ressentent moins le besoin, ou alors des coachings très individuels. Mais pour eux, ils voient une certaine perte de pouvoir aujourd'hui avec la montée en puissance des femmes, ou les demandes de montée en puissance des femmes. Et donc oui, c'est ce travail-là pour le moment qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que j'en exclus les hommes, ou alors que je ferais peut-être un travail avec des hommes que je connais, avec qui j'ai fait des parcours, etc., et qui sont totalement là-dedans. Mais on parle d'autre chose, en fait, je trouve, entre femmes ou avec des hommes. Dans tout ce que cette chamane t'a transmis, enseigné, tu dirais que tes outils sont lesquels ? Le souffle. Moi, quand j'ai démarré avec elle, ça faisait 10 ans qu'elle faisait son école. Le cycle, il était en 4 ans. C'est la roue chamanique. Et elle s'est arrêtée au bout de 2 ans.
Donc moi, je suis arrivée dans un groupe qui était là déjà depuis des années avec elle et que j'ai arrêté au bout de 2 ans. Mais parce que je suis déjà arrivée à la fin d'un cycle chez elle et je croyais que j'allais apprendre justement des trucs avec le folklore, des tambours. Et elle était dans une phase où déjà, donc moi c'était il y a 13 ans, elle disait on va parler de moins en moins. Donc elle avait même elle-même enlevé tout l'aspect folklorique qu'elle avait appris par une amérindienne de son enseignement. Donc j'ai été déjà dans une expurge de sa façon d'enseigner les choses. Et moi-même, avec les années, avec les différentes personnes que j'ai rencontrées, c'est très simplifié. Du coup, tu penses que juste simplement parfois une présence suffit? Oui. Ah, c'est même certain. C'est même pas parfois. J'ai une question sur la chamane. Tu ne la cites pas, c'est exprès ou... Ah non, je pourrais. Après, je lui en ai pas parlé, mais je pourrais. Elle s'appelle Sophie Colas. Elle consulte toujours. Alors, elle déménage régulièrement, mais elle a écrit des livres aussi. Non. D'après ce que j'ai compris de ton cheminement sur ce monde de l'invisible, c'est arrivé assez tardivement. Donc, quand tu étais plus jeune, tu pensais pas forcément... Tu n'avais pas forcément des ressentis particuliers. Non, en fait, c'est arrivé très tôt. D'accord. C'est arrivé très tôt, mais pas sous cette forme-là. C'est-à-dire que c'est un aspect plus traditionnel. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. On allait à la messe tous les dimanches. Mais très tôt, j'ai eu une sensibilité assez extrême. Et j'ai observé des choses dans mes jouets ou des changements de vêtements, mais que j'ai occultés. Par exemple, j'avais des animaux avec des vêtements bleus que je retrouvais avec des vêtements roses. Mais je les ai occultés parce que je me disais c'est pas possible, j'ai rêvé. Et on oublie. D'ailleurs, quand on est enfant, j'avais pas d'échange particulier sur ces sujets, donc je me disais bon, je sais pas, j'ai dû rêver. Mais après, chez moi, on parlait beaucoup de religion, de symbolique. J'ai des parents très intéressés par tous ces aspects. Et moi, j'ai toujours été énormément entourée par les anges. Donc, dans ma chambre, il y avait des anges partout. Partout. Et l'Annonciation avec Gabriel partout. Donc, de toute façon, ma passion, c'était les anges. Mais c'est le mien. Je te pose cette question parce que on a eu un jour une consultation par Zoom. Et à un moment donné, mon fils a pleuré. Je me suis levée je t'ai demandé de m'excuser quelques instants, le temps d'aller voir ce qui se passait. Et quand je suis revenue, tu m'as dit, il y a quelqu'un assis sur le fauteuil derrière toi. Et donc, tu as vu l'énergie, l'âme, je ne sais pas comment... En tout cas, l'entité de mon grand-père. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours fait ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est ouvert à toi? Non, ça, je ne l'ai pas toujours fait. En fait, justement, avant que je rencontre la chamane, quand j'avais exprimé le fait que j'allais trouver la cause, ça pourrait être très long, hein, je pourrais écrire plein d'histoires sur tout ce qui m'est arrivé, mais je suis allée à la FNAC, je voulais un CD de musique de relaxation, je suis tombée sur un CD de musique Reiki, je ne savais pas ce qu'était le Reiki. 2 semaines après, je me retrouve dans un mall, il y a quelqu'un qui fait des massages, je me fais masser bien sûr puisque j'ai mal partout. Je dis je vais venir chez vous, j'aime bien les massages, j'ouvre, je vois qu'il fait du Reiki. C'est drôle et tout, d'ailleurs je sais pas ce que c'est. Et puis je suis allée le voir. Et au bout de... La première séance déjà était incroyable. C'est comme si j'étais en 3D. Je voyais plus, j'entendais plus. Donc c'était déjà une découverte. Et la deuxième séance, j'ai commencé à avoir des visions. Et à voir aussi les photos chez moi qui bougeaient, comme si y avait les âmes qui sortaient. Ce qui m'a fait d'ailleurs enlever des photos de chez moi, de moi enfant. Donc en fait, c'était le début du processus de nettoyage. C'est-à-dire cette partie de moi qui devait changer. Et c'était insupportable de voir la photo. Je me suis levée de mon lit, je l'ai tournée. Et après, j'ai eu des messages de naissance de gens autour de moi. Je savais quand les gens accouchaient, mais ça s'est fait très très vite. Ou de quelqu'un qui était décédé.
Je me suis à peine endormie que j'ai vu une capuche se fermer et le visage devenir tout noir comme de la terre. J'ai écrit à un ami, j'ai dit écoute, comment va c'était quelqu'un du lycée, cette personne. Il m'a dit on l'a enterré aujourd'hui. Et donc c'était cette terre. Mais pour revenir à ta question, ça s'est fait avec le temps que en fait, je me suis aussi mise à voir les entités, à pouvoir discuter avec. Pas que je les cherche particulièrement. Donc, alors, pour être très clair, parce que pour avoir donné certaines indications à des gens en disant t'allumes une bougie, tu peux parler avec ton frère, tu fais un dialogue ou ces choses-là, ou ta sœur, je n'incite pas à appeler tout le monde, n'importe qui. J'incite juste quand les personnes sont en demande et que j'ai l'opportunité de les rencontrer et qu'elles viennent de vivre un deuil ou que quelqu'un qui est mort dans leur famille a des messages à leur faire passer, à se connecter avec cette personne uniquement. Parce que, évidemment, les autres, moi, je ne les connais pas. Et donc, il n'y a aucun intérêt à aller les chercher, d'ailleurs. Donc, pour revenir à... J'ai vu quelqu'un, parce que il devait être important pour moi de te dire qu'il y avait cette personne derrière. Mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je suis juste guidée à venir donner une information. Je ne sais pas si tes parents sont encore vivants, mais ça m'intéresserait de savoir s'ils savent ce cheminement que tu as suivi. Et tu as évoqué un enfant, donc pareil pour ton enfant. Et tu as évoqué aussi ton mari. Et donc, comment ce cercle familial vit cette ouverture que tu as vécue et comment ils avancent avec toi ou pas? Alors, mes parents, je leur ai très vite dit. Bon, d'abord, les premières semaines, j'ai un peu touché du bois, parce que je me suis dit, c'est tellement miraculeux, attention. Et d'ailleurs, dans pareil, à peu près les 9 mois qu'on suivit cette rencontre avec la chamane et ces douleurs qui sont parties, j'ai revécu en sens inverse l'installation de ces douleurs, comment elles étaient arrivées. Et petite, j'avais tout le temps mal au ventre et ma mère m'emmenait chez le médecin vers le CP. Et bien sûr, j'avais rien. Mais quand je l'ai revécu après dans une cérémonie où je me suis vue prendre la douleur de ma mère dans une situation du quotidien très banale. Elle passait l'aspirateur, mais ça a été un ressenti tellement fort que quand on est enfant, la seule chose qu'on veut, c'est le bonheur de ses parents et qu'ils soient heureux. Et donc, à ce moment-là, j'ai tout pris. Et c'est là où mes douleurs ont démarré, où j'ai eu mal au ventre et où ça s'est installé progressivement dans le dos, les cervicales, etc. Et puis un peu partout. Très vite, 1 mois, 2 mois après, je leur en ai parlé parce que c'était tellement beau, je ne pouvais pas le garder pour moi. Évidemment, ils ont trouvé ça incroyable vu qu'ils m'ont vu pendant des années avec des douleurs. Ils sont allés la voir. Tout le monde est allé la voir. Mon mari, mes parents, plein d'amis que je connais. Donc, ils ont totalement accepté. Donc, ils ne se sont pas inquiétés pour toi en se disant que peut-être tu étais rentrée dans une secte ou quelque chose comme ça? Je suis rentrée dans rien parce que, là, l'enseignement, je l'ai fait à distance. Il a duré 2 ans. Et puis après, comme je vous dis, je suis avocate. Moi, je remplis les cases. Donc, non, je remplis les cases. Après, je pense que pour ma mère, qui était qui fréquentait beaucoup les églises, qui priait beaucoup les saintes, n'a pas tout compris tout de suite, mais parce que c'est assez effrayant. Ce qui revient souvent, c'est que les gens ont très peur. Parce que on a l'inculcation, on nous inculque, cette peur du diable, et puis tous ces mots ésotérisme, toutes ces choses-là, c'est très diabolisé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est diabolisé. Et puis c'est pas dans notre culture française. Et c'est pas notre culture. Bon, après, on a des reboutes dans les campagnes, mais bon, c'est caché. Donc ça l'a un peu effrayée, mais on a une parole très libre chez nous. Je pense que le décès de mon frère a beaucoup conditionné ça. Parce que de ce jour-là, mes parents se sont dit, on se dira toujours tout. Donc c'est vrai qu'on est une famille très communicante. Et mon mari, bien sûr, il l'a rencontré. Et avec mon mari, on est miroir. C'est-à-dire que lui fait moins de travail, on va dire. Mais par contre, à chacune de mes progressions, il progresse en même temps. Donc, il a moins l'appétence, dans le sens où il n'a pas cette envie de parler de ça aux gens.
même s'il parle de moi, s'il parle de nous, mais c'est pas son sujet de prédilection. Mais par contre, lui aussi, il peut se connecter, et il voit des choses, etc. Donc oui, c'est libre. Et ta fille ? Ma fille, de toute façon, elle vit là-dedans. Donc on lui en parle. Moi, je l'ai vue venir, ma fille. Hein. Donc je l'ai appelée. Un jour, parce qu'on a mis 7 ans à la voir, le temps que je fasse mon parcours, en fait. Il n'y avait pas d'explication. Et un jour, c'était un magnétiseur, je crois, qu'on voyait, me dit « Mais pourquoi tu l'appelles pas, Maud ?» Je dis « Comment ça, je l'appelle ?» J'ai bah oui, il me dit « Tu l'appelles ?» Donc je rentre le soir, je dis à mon mari « Ouais, Jean-Claude, là, il m'a dit qu'il faut que je l'appelle. » Donc je me connecte et on me dit « Aliénor, parce que c'est ton allié en or. » Wow. Donc je me tourne vers Pierre, je lui dis Aliénor, ça te va? Parce qu'on n'a pas le choix. On m'a dit Aliénor, bah oui. Et c'était en mai. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu sa constellation, l'étoile, d'où elle venait, et je l'ai vue descendre. Et plus elle s'approchait, c'est comme une forme, hein, plus elle devenait gros. Et je suis tombée enceinte en août, à la pleine lune. Et après 2-3 semaines, en fait, j'ai senti... donc, pendant 2 semaines, elle était en moi. Donc, c'est comme si j'étais Wonder Woman. J'avais 2 âmes en moi. C'était une force incroyable. Et oui, après 3 semaines, 1 mois, là, ça a été comme un entonnoir. J'ai senti une aspiration dans le fœtus, en fait, de cette âme. Et qui était très, très puissante, comme un aspirateur. Et puis après, elle a vécu sa vie dans son fœtus. Voilà. Donc je lui dis que je l'ai vue dans une petite étoile, qu'elle est venue et que je l'ai vue. Donc elle raconte j'étais dans une petite étoile. Et, voilà. On dirait que ta vie est un conte de fées. Ma vie n'est pas un conte de fées. Ma vie n'est pas un conte de fées. Mais la façon dont je la vois et que je la regarde, je la vois comme un conte de fées malgré toutes les difficultés. Et j'en ai beaucoup, comme tout le monde en fait, sans avoir besoin de rentrer dans le détail de ces difficultés, parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. Quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, c'est la façon dont on les regarde qui change tout. C'est pour ça, j'ai souvent la question, mais ça change quoi en fait ? Mais ça change tout. Ça change tout. Parce qu'en fait, c'est le fait d'appréhender le fait que la vie est magique. Si on a envie de regarder cette magie de la vie. Tu as dit tout à l'heure que les personnes autour de toi étaient allées voir cette chamane. Est-ce qu'il y a cette envie en toi d'embarquer plein de gens à découvrir ça ? Comment tu fais ? Déjà parce que c'est dans il y a l'astrologie, mais dans la roue médecine, on vous apprend à ressentir toutes les émotions dans chaque hémisphère de la roue médecine. Donc sud, ouest, nord et est. Et donc on dépend d'un axe qui est soit nord-sud, soit ouest-est. Et d'ailleurs, j'ai toujours du mal avec ouest, parce que je suis très mal à l'aise à l'ouest. Être à l'ouest, c'est pas mon truc. Pourquoi ? Parce que je suis est. Et est, c'est le vent. Donc, le vent, c'est celui qui emmène, qui justement influence, emmène les foules. Et j'ai envie d'emmener les gens. Parce que c'est tellement beau, il faut le partager. Comme cette envie que j'ai eue quand je suis sortie de cette séance et que j'ai dit, mais si ça existe... faut en parler, il faut le faire, faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui sachent le faire. Il faut permettre à chacun de pouvoir se guérir. Comment tu utilises, peut-être que le mot n'est pas du tout bien choisi, dans ton métier, tout ce que tu as appris par ailleurs et comment tes clients perçoivent ou ne perçoivent pas cet invisible que tu viens Je devrais peut-être pas tout dire. Semer. Ça va être difficile à le matérialiser, mais c'est l'appréhension de l'humain déjà qui est très différente. Parce que quand je rentre dans une salle, qu'il y ait 3 personnes ou 50 personnes, déjà je vois et je ressens tout. Et tout le monde. D'un bout à l'autre de la salle. Donc
c'est encore difficile pour moi et ça a été difficile pendant des années et c'était une grosse frustration de ne pas comprendre le comportement de certaines personnes en disant mais pourquoi il fait ça alors que l'autre il est comme ça, pourquoi il fait ça alors que quand même c'était clair que... Et ça c'est encore un chemin où je dois moi-même me freiner en me disant mais en fait non c'est pas clair que, parce que moi je le vois et je le ressens mais beaucoup de gens ne voient pas et ressentent pas ce que je vois ou ce que je ressens. Et sur ce point, c'est pour moi ce qui fait une grosse différence dans la façon dont je traite mes clients. Parce que c'est une appréhension qui est plus globale, en fait, plus holistique. Ça me fait faire un lien tout de suite entre deux mots qui sont liés à tous ces espaces, de mon point de vue, qui sont puissance et pouvoir. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? Est-ce qu'un chaman, c'est un être de pouvoir ou c'est un être de puissance ? Alors, c'est des mots, ce sont des mots. Alors, je dirais pas être de, parce que c'est des mots pour moi qui me dérangent, qui vont dans le sens de cette société où on cherche le pouvoir, la puissance. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des chamans, et beaucoup, et souvent masculins, parce que c'est eux qui savent se mettre en avant dans la lumière, avec cet aspect que moi je dirais négatif, où il y a l'ego, en fait, qui se met en avant. Mais dire que dans le chamanisme, il y a de la puissance, et donc une forme de pouvoir, parce qu'il y a un pouvoir de guérison, oh oui. Mais être de, ça me... Voilà. Je pense que c'est là où pourrait y avoir l'erreur, et c'est là où on sort de l'aspect guérison, de l'aspect bienveillance, de l'aspect éveil de conscience et lumière. Et c'est en ça que je pense que mettre en avant plus de femmes en éveil de conscience, plus de femmes chamanes qui savent abaisser, enlever leur ego, parce que c'est des années de vie où on a rabaissé leur ego, ben, elles ont un contrôle beaucoup plus fort sur leur ego. On a un contrôle beaucoup plus fort sur notre ego. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas appel à notre ego, et l'ego, on en a besoin aussi pour exister dans cette société. Mais on sait le temporiser. C'est plus difficile pour un homme. Il vit d'ego dans les cercles de pouvoir. Est-ce que tout ça, à un moment donné, t'a fait remettre en question ta place dans ce monde de la finance ? Bon, après, c'est pas. Je pense que c'est surtout en début de carrière que j'ai eu beaucoup de questionnements, parce que c'est assez violent. C'est pas en rapport avec des études toutes simples. C'est tout un monde qu'on intègre. Et non, parce qu'en fait, justement, mes ambitions et mon envie de changement sont telles que je me dis que si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison, et que je dois justement utiliser cette puissance pour faire évoluer les choses, parce que c'est pas de la capacité de tout le monde. Il faut pouvoir intégrer et vivre dans cet univers, et le supporter et vivre avec, en l'acceptant justement, plus en le subissant. Donc il y a une énorme utilité. Et souvent on m'a dit ah mais pourquoi tu fais encore ce boulot avec tout ce que tu fais? Mais parce que si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Il y a du travail à faire ici, là-dedans, dans ce terreau-là. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai le sentiment, moi, au travers des personnes que je reçois, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un éveil de conscience et qui envisagent une reconversion. Alors que je pense que, au contraire, je vais dans le sens de ce que tu dis. Pour moi, c'est éveiller sa conscience en étant encore plus qui on est dans les espaces où on vit déjà. En tout cas, c'est quelque chose qui est venu récemment en moi, parce que comme j'accompagne des gens et que souvent ils viennent me voir pour des reconversions, je me dis de plus en plus, mais est-ce que finalement, ils n'ont pas plus intérêt à rester des DG, des PDG, des DRH, et d'avoir cet éveil de conscience et de porter ça dans leur métier. Exactement. Parce qu'en fait, plus on sera d'éveillés au sein de nos structures, mieux on vivra au sein de ces structures, et on transformera l'énergie au sein de ces structures. Parce qu'on a besoin de tous ces métiers. Si on est tous coachs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se coacher les uns les autres. Et donc oui, je pense sincèrement que c'est ça. Et que c'est pour ça, d'ailleurs,
qu'il y a des expériences, des éveils de conscience dans tous les milieux, tous les domaines. C'est un peu Jésus-Christ, hein. Faut porter la bonne parole. Quand je sais pas comment ça s'est passé quand Clémence t'a proposé de venir participer à ce podcast. Comment c'était pour toi? Oh, j'ai répondu tout de suite, j'ai dit bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi cet aspect-là. Comme je dis, moi je suis ce que je suis chaque seconde de ma vie. Donc je trouve un créneau pour ça. Parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Pour tout ce qu'on vient de dire. Parce que c'est ça le plus important. C'est notre essence. Et rappeler à chacun ce qu'est notre essence, justement une âme incarnée dans un corps de chair, c'est important pour comprendre que, au lieu de se flageller ou de dire que c'est la faute des autres, il faut apprendre et profiter de l'expérience de cette vie pour vivre son âme en conscience dans ce corps de chair. Est-ce que tu pourrais dire de toi que tu es une mystique moderne? Ah oui, je pense. J'ai beaucoup aimé le titre. Comment tu souhaites finir cet entretien? Est-ce que tu aurais un message à faire passer, quelque chose à déposer? Qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Merci Maude. Merci beaucoup Maude. Merci à vous. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.